Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. À la une de Ça vous regarde ce soir, sueur froide pour l'économie mondiale. L'épidémie de coronavirus révèle notre hyper-dépendance à la Chine. Les chaînes d'approvisionnement industrielles commencent à être menacées, notamment dans les secteurs de l'automobile ou encore de la santé. Alors quand l'usine du monde, quand l'atelier du monde est à l'arrêt, faut-il repenser nos systèmes de production ? C'est la question du grand débat ce soir. La guerre des nerfs sur les retraites. Dans l'hémicycle, les esprits s'échauffent, le ton monte et le rapporteur se lâche. Retour sur une nuit d'invectives à l'Assemblée dans la deuxième partie de cette émission. Le Premier ministre demande à ses troupes de tenir encore un petit peu. Mais les députés de la majorité en sont-ils capables? Nous poserons la question au rapporteur Nicolas Turquois. Et puis notre grand témoin ce soir est depuis des années notre meilleur ambassadeur de France en Chine. Il est de tous les voyages officiels à Pékin. Il est même devenu le représentant spécial pour le Quai d'Orsay de ce pays, la Chine. L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin est avec nous ce soir. Voilà donc pour le programme, c'est parti. #CVR, n'oubliez pas, on y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Nos invités en plateau ce soir, Jean-Pierre Raffarin, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Et merci d'être notre grand témoin. On a 1 heure à passer ensemble pour balayer les grands sujets de l'actualité. On va parler de ce 49.3 qui semble devenu inévitable sur les retraites. On dira un mot des municipales qui risque d'être un peu difficile pour la majorité présidentielle que vous soutenez. Je rappelle que vous avez quitté les Républicains. Mais on va surtout parler de cette crise du coronavirus. Avec cette question ce soir, le monde est-il économiquement trop dépendant de la Chine? On en parle avec vous, Bouen Tan. Bonsoir. Vous êtes député de La République En Marche de Paris et vous présidez le groupe d'amitié France-Chine à l'Assemblée. Bienvenue à vous, Lucille Schmitt. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente du think tank La Fabrique écologique. Enfin, Fabrice Le Sachet, bienvenue. Vous êtes vice-président et porte-parole du MEDEF. Merci à tous les 4 de participer à ce Ça vous regarde en direct. Je vous donne la parole dans un instant. Mais si j'ai bien compris, on n'a rien sans la Chine. C'est le billet de Stéphane Blakowski, que l'on accueille tout de suite. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Si j'ai bien compris ce soir. Eh bien, si j'ai bien compris, Myriam, la France s'est découvert une maladie encore plus grave que le coronavirus. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. On va chez le médecin, on a une petite douleur qui nous inquiète. On fait un examen et en fait, ça s'avère beaucoup plus grave que prévu. Là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on est tous inquiets à l'idée d'attraper le coronavirus, de sentir quelqu'un qui tousse autour de nous. En fait, la France est atteinte d'une maladie beaucoup plus grave, la sinodépendance. La sinodépendance. C'est quoi cette maladie? Comment ça, vous ne savez pas ce que c'est? On est tous atteints dans ce studio de sinodépendance. Alors, je me tourne vers Jean-Pierre Raffarin qui, lui, est carrément... que je vous explique. La sinodépendance, c'est quand on est tellement dépendant de la Chine qu'on ne peut plus s'en passer dans la vie. Donc Jean-Pierre Raffarin, lui, est amoureux de la Chine. Donc c'est l'état de dépendance ultime quand on est amoureux. C'est le stade le plus avancé de la maladie. D'ailleurs, séquence émotion, regardez, on va voir notre ancien Premier ministre avec Xi Jinping, donc le président chinois. Vous avez reçu la médaille de l'amitié. Mais bon, nous, on est dépendant aussi. Et c'est même pas pour une noble cause. On n'est pas dépendant par amour ou par amitié. On est dépendant de la Chine parce qu'on n'a pas le choix, Myriam. Comment ça? On n'a pas le choix. Ah bah non, on n'a pas le choix. Vous l'avez dit dans votre lancement, la Chine, c'est devenu l'usine de la planète et on y fabrique des tas de trucs indispensables. Alors imaginez que l'épidémie de coronavirus soit mal maîtrisée, que les usines s'arrêtent à nouveau, il y a des tas de choses qui vont nous manquer. Par exemple, là, je vois que vous avez un téléphone portable. C'est vrai, 70% des téléphones portables sont fabriqués en Chine. Vous êtes prêts à vous en passer? Vous me remettez... Non. Non, pas Même vraiment. ceux qui nous regardent sont concernés. 50% des télés sont fabriquées en Chine. Donc si les Chinois ne sont pas là pour fabriquer les télés, on fait comment? On se remet à lire le journal, hein? On lit des livres plein de pages? Non, mais ça va être affreux, Myriam. Bon, on a l'impression que vous plaisantez un peu ce soir, mais est-ce que c'est grave? Vraiment grave, cette sinodépendance. Si je plaisante un petit peu, ce qui m'amuse, c'est qu'en fait, on a l'impression aujourd'hui de découvrir une nouvelle chose, une maladie d'un seul coup qui nous tomberait dessus, la sinodépendance, alors que c'est un phénomène qui date quand même depuis 30 ans. Hein. Les chiffres pour les médicaments sont éloquents. Dans les années 90, donc il y a 30 ans, 80% des produits actifs dans les médicaments étaient fabriqués en Europe. Aujourd'hui, 80% des principes actifs des médicaments sont fabriqués en Chine. Et c'est bien sûr pareil pour plein d'autres produits. On n'en finirait pas d'en faire la liste. C'est-à-dire que la Chine, c'est quand même moins cher, il n'y a pas de syndicats, c'est toujours avantageux, donc on a une productivité importante.
Alors il y a un inconvénient, c'est qu'effectivement il y a des allers-retours en bateau, en avion qui polluent énormément, mais au final on s'y retrouve. Donc cette crise du coronavirus, finalement, elle nous a peut-être permis de prendre conscience de quelque chose qui existe depuis très longtemps. Enfin, c'est ce qu'avait l'air de dire Bruno Le Maire ce matin. Et je pense qu'il faut tirer les conséquences de long terme de cette situation. Ça fait plusieurs mois que je dis qu'il faut que nous réfléchissions à renforcer la souveraineté économique, l'indépendance économique de notre pays, en ayant la capacité de produire un certain nombre de biens qui sont stratégiques pour notre industrie, en France ou en Europe, et pas uniquement en Chine. Alors ça veut dire que cette crise va nous inciter à relocaliser nos entreprises pour ne plus dépendre de la Chine, vraiment? Alors là, vous me surprenez parce que vous vous exprimez exactement de la même manière que Donald Trump, ce qui n'est pas exactement votre style a priori, mais bon, c'est comme ça parce que vous savez qu'il y a une guerre économique avec les États-Unis et la Chine. Donc cet été, Trump a tweeté, comme il le fait d'habitude, voilà, il a donné ordre aux entreprises américaines de quitter la Chine pour revenir s'installer aux USA. Donc Bruno Le Maire n'a pas tout à fait le même style que Donald Trump. C'est sûr. Hein. Quand il tape du poing sur la table, Bruno, ça fait un peu moins de bruit que Donald Trump, mais en même temps, ils sont sur la même longueur d'onde. On a le sentiment aujourd'hui, d'un seul coup, que la sino-dépendance est une menace pour les pays occidentaux. Donc, quel est le remède? On est là pour en débattre. Merci Stéphane. Il y a beaucoup de choses dans son billet ce soir. On va reprendre les questions les unes après les autres. Jean-Pierre Raffarin, déjà sur la question, envisager de sortir de la dépendance à la faveur finalement d'une crise sanitaire, d'une crise qui fragilise la Chine. Est-ce que la question vous semble légitime ou c'est pas le moment après tout? Moi, toutes les questions sur la Chine sont légitimes. C'est un sujet d'une rare complexité. Vous savez, on avait un diplomate qui s'appelait Paul Claudel, qui était diplomate en Chine. Et donc, il connaissait très bien la Chine. Et on lui demandait toujours, alors, qu'est-ce que vous pensez des Chinois? Et Claudel dit, oh, votre question m'embarrasse, je ne les connais pas tous. La Chine, c'est très grand. Et c'est très difficile à comprendre. Tellement des blagues de Claudel, il n'y en a pas tant que ça, mais elle a une bonne blague. Il faut être donc assez prudent dans les analyses, d'une manière générale. Parce qu'on découvre aujourd'hui que la Chine est la première économie du monde depuis 2014 en parité de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui que les pianos, les raquettes de tennis, 2 tiers des jouets sont fabriqués en Chine. Et nous sommes dépendants de la Chine, mais nous sommes aussi dépendants des États-Unis. Oui. Puisque les États-Unis nous font fermer nos usines Total en Iran, nous fermer PSA. Sauf que là, il y a une crise sanitaire en ce moment en Chine qui nous fait réaliser que nos économies, évidemment, sont imbriquées. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que l'interdépendance, elle est partout. Bien sûr. Que la Chine dépend de nous pour son énergie nucléaire et pour beaucoup de sujets. Comme nous dépendons aussi de l'Inde, comme nous dépendons aussi des États-Unis. À égalité, vous diriez, bien le rapport sûr, de force? mais bien sûr, puisque par secteur, tout dépend les sujets. Mais nous sommes très dépendants de l'Allemagne. Premier client, premier fournisseur. Donc, ce qu'il faut bien voir aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un monde interdépendant. Et donc, c'est vrai que nous avons des dépendances vis-à-vis de la Chine. Mais je suis assez étonné de voir que tout le monde découvre aujourd'hui cette situation, alors qu'au fond, vous avez L'Oréal, vous avez SEB, vous avez Sanofi, vous avez toutes les grandes entreprises françaises qui font un business d'enfer en Chine depuis très longtemps. Vous avez beaucoup d'informations, puisque vous avez beaucoup de contacts en Chine. Déjà, est-ce que vous êtes inquiet pour les entreprises françaises? Vous l'avez dit, dans la région du Hubei, dans la région de Wuhan, il y a énormément d'entreprises françaises. Absolument. Des dizaines et des dizaines, on peut en citer. Il y a le plus de Français. PSA, Accor, LVMH, Sanofi, SEB et j'en passe. Une partie des salariés ont été rapatriés. Les usines sont à l'arrêt. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que stop pour la production? Les informations qui nous viennent, il faut être très prudent. Hein. Les informations qui viennent disent qu'on pense qu'on vient de passer le pic. C'est-à-dire qu'a priori, déjà, à l'extérieur du Hubei, les usines sont en train de repartir. Et je vois que dans l'automobile, par exemple, y compris des constructeurs qui nous concernent, un grand nombre d'usines sont à nouveau au travail. Donc tout dépend de la région du Hubei, c'est-à-dire de Wuhan, où là, naturellement, il y a encore des usines qui sont arrêtées. Mais vous êtes inquiet, vous, pour toutes ces entreprises en France qui attendent des fournisseurs, une pièce détachée venus de Chine et qui ne peuvent pas terminer leurs produits? Je pense qu'il y a naturellement un impact économique très fort. Parce que nos produits de marque et tous nos produits de luxe, tout ça, n'ont rien vendu pendant les 15 derniers jours. Des magasins sans aucune vente. Donc on aura un impact. Mais ça, pour moi, c'est pas le plus grave. Parce que ça, le jour où l'épidémie sera maîtrisée, ils vont faire un plan de relance et ils savent faire ça et ils rattraperont leur croissance. La question pour moi,
qui est derrière cette affaire, c'est la guerre commerciale avec les États-Unis et la Chine. Et là, je pense que l'Europe risque d'être prise en otage dans cette guerre. Nous risquons d'être la balle de ping-pong qui va recevoir des coups de raquette des États-Unis d'un côté, de la Chine de l'autre. Et c'est ça notre problème, c'est le réveil de l'Europe dans cette guerre commerciale qui sera le grand sujet de 2020. Bonne Dan, sur les entreprises françaises, alors il y a celles qui sont en Chine, il y a celles aussi qui attendent ou qui ont des stocks, ça dépend, des pièces détachées pour produire. Est-ce que vous êtes inquiet? Il y a un ralentissement de fait. En effet, aujourd'hui, donc la consommation en Chine est quasiment arrêtée, en tout cas, sauf pour les besoins premiers, l'alimentation, etc. Mais pour tout ce qui est production, je dirais, industrielle, ça commence à reprendre, mais c'est quand même très au ralenti. En France, nous avons en effet des usines qui attendent des pièces et qui sont au chômage technique aujourd'hui parce qu'il manque de pièces pour pouvoir produire. Chômage technique, ça veut dire peut-être on met la clé sous la porte ou on attend et ça reprend parce que... Le gouvernement a prévu des facilités. Il a dit alors on ne paiera pas les charges, on retardera, chômage technique sera autorisé, facilité. Voilà. Mais cette dépendance-là, comme disait Jean-Pierre Raffarin, nous l'avons déjà depuis très longtemps. Et par exemple, aujourd'hui, tous les produits quasiment que nous utilisons qui intègrent des puces électroniques, beaucoup viennent des États-Unis. Nous avons d'autres freins, d'autres contraintes très directes. Nos investissements en Iran, par exemple, ont été stoppés net. On les a perdus quasiment parce que les Américains ont décidé qu'on ne pouvait plus commercer avec eux. Donc, cette interdépendance est un peu... On découvre le problème, mais il est préexistant. Et je rejoins assez le Premier ministre dans le sens où je pense que ce qui se passe aujourd'hui avec cette crise sanitaire, les Chinois vont pouvoir le rattraper derrière. En revanche, la dépendance que nous avons vis-à-vis du dollar, par exemple, je pense que ça fait quelques décennies. Il faut absolument une convention à en sortir, parce qu'il n'est pas normal qu'un autre pays puisse décider de ce que nous devons faire avec d'autres pays tiers. Si nous commerçons, par exemple, avec un pays comme l'Iran, c'est avec seulement l'accord des États-Unis. Là, on a un vrai problème. En attendant, il y a quand même un sujet aujourd'hui. Il y a un sujet aujourd'hui. D'autres pays. Fabrice Le Sachet, qui sont les entreprises qui souffrent le plus des entreprises Peut-être françaises. juste avant d'entrer sous l'angle économique, la priorité, c'est quand même la santé des personnes. La santé des individus, de nos concitoyens, de nos salariés. Et donc, au MEDEF, on est en contact permanent avec les autorités de notre pays pour connaître les bonnes pratiques. Et j'invite tous les chefs d'entreprise, les entreprises, à contacter leurs MEDEF territoriaux pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire en cas d'inquiétude, d'interrogation sur des salariés. Et ça, c'est la priorité. Si ensuite on doit parler d'économie, mais avant même de l'approvisionnement, de la place de la Chine. La Chine, et du coût d'ailleurs de cette crise, personne ne connaît le coût aujourd'hui. Le SRAS, selon les statistiques, c'était 40 milliards. Dans les instituts de conjoncture. C'était 40 milliards en 2003, le SRAS. Peut-être que ça sera plus, probablement plus, cette crise. Mais ce qui a fondamentalement changé depuis le SRAS, c'est que la Chine représentait 5% du PIB mondial. Aujourd'hui, c'est 19, quasiment 20%. La Chine représentait 5% de la croissance mondiale. Aujourd'hui, elle représente 30% de la croissance mondiale. Monsieur le Premier ministre évoquait les marques de luxe. Les marques de luxe vendent 35% de leurs produits en Chine. Alors, effectivement, il y a un ralentissement, bien que les informations qu'on a, c'est qu'il continue à y avoir des ventes en ligne. Mais c'est un exemple. Par contre, là, on a un problème plus global. C'est un vrai sujet de souveraineté. Monsieur le Premier ministre et monsieur le député le rappelaient. Je vais vous dire, il n'y a pas une société européenne dans le top 50 tech mondial. Vous l'avez rappelé sur les principes actifs pour les médicaments, sur les chaînes de valeur. Et vous disiez, on n'a pas le choix. Mais bien sûr qu'on a le choix. C'est des choix fiscaux qu'on a fait aussi dans notre pays depuis 20 ou 30 ans. La désindustrialisation, elle n'est pas venue par hasard. Vous avez ce qu'on appelle dans notre pays des impôts de production. C'est des impôts sur le produire en France. Ben, vous savez quoi ? Ces impôts, ils ont explosé. Ils sont passés en 10 ans de 50 à 75 milliards. Alors on va dire, le MEDEF, il est toujours idéologue, il veut toujours payer moins d'impôts. Mais non, on n'est pas des obsédés de l'impôt. Mais ça a des conséquences directes, réelles, pour nos entreprises, pour nos villes. Est-ce que Trump, lui, par exemple, entame une guerre commerciale sur les tarifs douaniers? Est-ce que vous auriez alors, nous, on défend, alors c'est rare que le MEDEF défende une taxe. Patriotisme économique. On défend cette taxe carbone aux frontières européennes parce qu'on ne peut pas continuer comme ça à imposer à nos entreprises des réglementations auxquelles ne sont pas astreintes nos compétiteurs mondiaux. Il faut être 27 pour la mettre en œuvre et pour l'instant, il n'y a que le président de la République. Le principe de la taxe carbone, c'est qu'on ne paierait pas le produit, mais on paierait aussi peut-être qu'au niveau politique, au niveau des patronats, et c'est très important, le président Geoffroy Roux de Bézieux est
est allé à Rome et il y a un accord avec la Confindustria et le BDI. C'est pas rien, hein, c'est important, les patronats. Parlez-moi des petites entreprises un instant, puis je vous donne la parole juste après. On a du stock pour, je pense à des petites PME qui n'ont pas forcément énormément de visibilité sur l'avenir. Est-ce qu'il va y avoir en gros de la casse sociale à la faveur de cette crise ? Écoutez, personne n'a de boule de cristal. Aujourd'hui, on essaye d'agréger les choses. Bien sûr qu'il y a des difficultés, pas forcément pour des PME, pour des grands groupes aussi. Oui. Vous parliez du secteur automobile. Il y a plein de composants. C'est pas les mêmes trésoreries, c'est pour ça. Oui, mais le secteur automobile, il travaille avec des sous-traitants. Et de temps en temps, ces sous-traitants, c'est des entreprises de taille intermédiaire. Et ça peut même mettre des PME. Et donc, quand il n'y a pas de production et qu'il y a du chômage partiel, et ben, le sous-traitant, il n'a pas de carnet de commandes. Parce qu'en fait, on pensait qu'il y a un choc de la consommation, mais il y a un choc d'offres aussi. Oui, c'est-à-dire qu'il y a moins de produits. Je vous rappelle juste qu'il y a eu des blocages de ports en France. On n'en a peut-être pas beaucoup parlé, mais qui ont aussi déstructuré les filières d'approvisionnement récemment. Je pense au Havre, je pense à La Rochelle et à d'autres ports. Donc il faut faire attention aussi à ces infrastructures. En attendant, les conteneurs qui viennent de produits chinois ne sont pas arrivés, ils sont à l'arrêt. Je voudrais qu'on fasse un arrêt sur les médicaments et on passe à la question, au fond, est-ce qu'on doit en sortir? Et si oui, comment est-ce que c'est possible? Mais les médicaments, c'est édifiant comme exemple. Héloïse Grégoire a rencontré Bruno Bonnemain de l'Académie nationale de pharmacie pour bien prendre la mesure de la dépendance, au fond de notre dépendance à la Chine en matière de médicaments. On est dépendant pour deux raisons. Il y a eu d'abord une raison économique, parce que l'arrivée des génériques a fait que les prix ont fortement baissé. Donc il a fallu trouver des pays où la production était moins chère. Donc on s'est tourné vers l'Asie, la Chine et l'Inde en particulier. Mais il y a une deuxième raison qui est au moins aussi importante, qui est la raison environnementale. Parce qu'un certain nombre de produits sont polluants, et donc on a envoyé en Chine et en Inde des produits dont la production posait un problème en Europe. Pour ce qui concerne la matière première, 80% est produit en Asie, soit en Inde, soit en Chine. En Chine, il y a à peu près 3000 usines et en Inde, 4000. Donc ça veut dire que très peu de matières premières sont produites en Europe. S'il y a une crise sanitaire ou une crise environnementale ou même une crise politique, à la limite, on est complètement dépendant de la Chine et de l'Inde. Il n'y a plus un gramme de paracétamol qui est produit en Europe. Il n'y a plus un gramme de paracétamol qui est produit en Europe. Ça fait réfléchir, Lucie Schmitt. Il y a un débat qui commence à émerger sur faut-il relocaliser les chaînes de production? Faut-il repenser nos systèmes de production? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ce qui est assez passionnant, c'est que c'est un débat qui préexistait à la crise du coronavirus. C'est-à-dire que, j'allais dire, on voit tous Arnaud Montebourg en marinière quand on pense à ça. Oui. Et donc, ça fait déjà quelques années que ça existe. Qu'il y a aussi des études économiques très intéressantes, comme celle de Helmut, qui est un professeur à Dauphine, qui a très bien expliqué comment la relocalisation était aujourd'hui un phénomène extrêmement marginal, mais qu'en revanche, on hésitait beaucoup plus à délocaliser qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a un sujet sur décider de délocaliser. Relocaliser, c'est plus compliqué, mais au fond, on continue à produire en France alors que la Chine est en train de changer. Comme le disait Jean-Pierre Raffarin, la Chine, c'est autant de Chinois, autant de Chine, quelque part, c'est ce que vous disiez. Mais en tout cas, les salaires augmentent. Il est clair que la Chine veut se développer autrement, que notamment, elle porte des plans environnementaux très intéressants et qu'elle mène pour l'instant, elle a des mondes parallèles, la Chine. C'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, on y produit des choses en chimie qu'on ne produirait jamais en Europe et en même temps, on y met en place des plans climat comme on n'en produirait jamais en Europe. C'est un truc assez extraordinaire. Alors, il y a des gens qui attribuent ça à l'intérêt du régime autoritaire. On peut aussi l'attribuer peut-être au génie chinois, parfois. Enfin bon. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe en Chine qui nous oblige à réfléchir à nous-mêmes. Moi, ce que je trouve très passionnant dans cette crise du coronavirus, c'est que ça dévoile notre dépendance, mais dont nous sommes responsables. Au fond, c'est ce que disent vos reportages, c'est ce que nous disons autour de la table. Aujourd'hui, une très grande majorité des exportations chinoises sont produites avec des entreprises étrangères en joint venture. Il y a aussi des entreprises chinoises, mais en tout cas, autour de 50% au moins de ce qui est exporté de Chine, ça dépend de nous. Donc c'est un choix que nous avons fait en considérant que la Chine était notre usine. Et par exemple, lorsque nous nous targuons de produire moins de CO2, c'est parce qu'au fond, nous allons produire notre CO2 en Chine ou que nous allons produire notre chimie polluante en Chine. Il y a une forme d'hypocrisie. Donc il y a une forme d'hypocrisie et de responsabilité que nous devons reprendre en discutant bien sûr avec les Chinois et aussi, pardon pour ne pas être trop longue, mais en portant aussi au niveau européen un projet qui soit plus clair sur ces enjeux. C'est-à-dire à la fois être très fort vis-à-vis des États-Unis, porter un vrai projet environnemental et exister comme puissance internationale lorsqu'il s'agit de diplomatie. Est-ce que c'est possible réellement de sortir de cette dépendance? Personnellement, je pense que ce n'est possible qu'au niveau européen. Je pense qu'il ne faut pas faire croire aux Français qu'on va être le rapport de force avec les États-Unis d'un côté et avec la Chine de l'autre.
c'est la logique européenne qui peut peut-être nous aider. Vous parlez de l'aspirine, le paracétamol. On a été trop naïf, a dit récemment, il y a quelques mois, vis-à-vis de la Chine, le président français. Le président français... On a cru au fond qu'en commerçant avec la Chine, il y aura une démocratie peut-être à terme qui allait émerger et que les rapports commerciaux seraient plus équitables. C'est deux sujets différents. Ça, c'est deux sujets différents. Ça, et puis la volonté un peu de prédation économique. S'est trompé, mais il y a beaucoup de gens qui le disaient, l'Occident s'est complètement trompé, pensant que la Chine, ouvrant ses marchés, que le marché allait amener la démocratie. Et on a parié, et les États-Unis ont parié sur une évolution démocratique de la Chine. Et en fait, Xi Jinping le dit clairement, le pouvoir, il est le socialisme à caractéristique chinoise. Qu'est-ce que la caractéristique chinoise? C'est le leadership du parti. C'est la loi du parti qui s'applique. Donc, il est clair que... Ça n'a pas marché, et ça n'a pas marché non plus dans une sorte d'équilibre des forces commerciales. Ça n'a pas marché pour les Chinois, pour l'économie. Ils sont quand même devenus, en 32 ans, la première économie du monde. Et les niveaux de vie ont augmenté. Donc là, je vous rejoins sur la dimension humaine, parce que dans cette discussion, il faut aussi penser aujourd'hui au peuple chinois. On peut être en désaccord avec Xi Jinping, on peut être contre le régime communiste, ce que je suis, évidemment, mais il faut quand même penser aujourd'hui avec un peu de compassion à l'épreuve terrible. C'est pour ça que la question de se poser, au fond, la dépendance chinoise à la faveur d'une crise sanitaire, elle se pose. Est-ce qu'on n'est pas trop égoïste en disant ça? Il est temps de se retirer. Non, mais je pense qu'on peut essayer de faire en sorte que notre stratégie industrielle redémarre. Mais ne faisons pas croire qu'on découvre les choses maintenant. Le problème aujourd'hui, quand M. Macron reçoit M. Xi Jinping, il reçoit avec Mme Merkel et avec M. Juncker. C'est-à-dire qu'il dit clairement à ce moment-là, nos réponses sont européennes. Et donc la question aujourd'hui, c'est le réveil de l'Europe. L'Europe va sortir de l'histoire si elle n'est pas capable de construire une relation équilibrée avec la Chine et les États-Unis. Donc là, la question aujourd'hui, c'est pas de se dire et de faire de la pub, en disant on va essayer de reconstruire notre industrie ici ou là. Globalement, c'est est-ce que l'Europe est capable d'être le troisième pôle dans ce système bipolaire qui s'annonce et qui va nous sortir de l'histoire. Vous l'avez trouvé trop absente l'Europe? Je crois que pointer du doigt la Chine, c'est vraiment un mauvais sujet. Eux, ils font ce qu'ils peuvent pour se développer, ils ont une offre. D'ailleurs, les délocalisations ne sont pas forcément pour aller produire dans la vision usine du monde. Il y a des délocalisations qui sont simplement pour se rapprocher des marchés. Parce que la Chine est aussi un marché de consommation. L'Asie du Sud-Est est un marché de consommation. Donc on a des entreprises françaises qui vont là-bas pas que seulement pour rechercher des coûts moindres, mais pour se rapprocher de consommateurs. Par ailleurs, comme le marché automobile. Par ailleurs, le lien de dépendance vis-à-vis des États-Unis, il pose autant de questions que vis-à-vis de la Chine. Quand les services de renseignement français utilisent une solution américaine pour traiter les flux de données massifs, Palantir pour ne pas le citer, ça pose question. Alors, est-ce que c'est un choix qu'ils ont fait volontairement? Non, c'est à défaut de solutions françaises, bien évidemment, ou de solutions européennes. Européennes, parce que tout se passe à l'échelle européenne. Mais Schmitt. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, puisque je suis là pour parler d'écologie... Oui, je voulais qu'on en vienne aussi je pense qu'il y a quelque chose de très important, c'est qu'effectivement, cette question des transports, on sait que les transports, c'est le principal secteur polluant en termes d'empreinte écologique, et notamment, à l'échelle mondiale, c'est le premier, en France, c'est le deuxième. Bon. Mais en tout cas, ça, c'est très important. Et la question aujourd'hui des délocalisations et des relocalisations, je pense que l'engouement justifié pour la question écologique, les dynamiques sociales, démocratiques qui existent, vont sans doute obliger à des décisions économiques différentes. On le sait parce qu'en termes d'image des entreprises, ça joue un rôle fondamental. Ça a été rappelé tout à l'heure par Stéphane, votre chroniqueur, qui au fond nous disait il y a les entreprises, mais il y a aussi le consommateur. C'est-à-dire que tout se joue entre l'entreprise, le consommateur, l'image qu'elle peut avoir, les produits qui sont offerts. Et là, la question écologique n'est plus une question simplement de discours ou de greenwashing. Elle est là pour faire évoluer les produits et quelque part, aujourd'hui, l'entrepreneur réfléchit différemment. Que ce soit d'ailleurs en Chine, en France, en Europe, etc. Et pour rebondir sur la question européenne, qui me semble être un point essentiel, pour associer écologie et Europe, on voit bien qu'Ursula von der Leyen, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui comme grand projet? Elle fait le Green New Deal. Oui. D'ailleurs, il y a une interrogation très intéressante. C'est pas fait encore, hein, oui, enfin, c'est en cours, c'est lancé. Elle ose une expression qui, au fond, lui permet d'être approuvée par le Parlement européen, parce que sinon c'était extraordinairement difficile. Et c'est la première fois qu'on voit, au fond, une présidente de la Commission européenne oser se lancer dans une forme de créativité sur le projet européen depuis longtemps. Et c'est intéressant que ça s'associe. Je peux vous poser une question? Oui, je vous en prie. Quel est notre meilleur allié international sur ce sujet? Parmi les grandes puissances,
Est-ce que c'est l'Inde? Est-ce que c'est la Chine? Est-ce que c'est les États-Unis? Où on trouve des alliés sur ce sujet du développement? Alors moi, j'hésiterais entre la Chine et l'Inde, parce que je pense que l'Inde, en termes technologiques, en termes de culture, c'est énorme, et je pense que c'est un pays plus démocratique. Je pense qu'aujourd'hui, la Chine doit se tirer de ce qui s'est passé à Hong Kong, et tout à l'heure, c'était évoqué, et moi, je veux bien qu'on compare les États-Unis et la Chine, mais je pense que ce qui s'est passé à Hong Kong était extrêmement préoccupant, et que là-dessus, il faut qu'ils évoluent très vite. En termes de dépendance économique, hein, j'ai pas comparé oui, les pays en oui, termes mais c'est compliqué. L'imbrication de l'économique, de la politique et du démocratique est forte. Et donc moi j'hésiterais entre l'Inde et la Chine. Donc c'est l'Asie. Et c'est aujourd'hui c'est l'Asie qui est notre partenaire en ce qui concerne les grands défis du changement climatique. Sur les États, ça rejoint la vision de Jean-Pierre Raffarin. Sur les États, qu'il partage depuis des années. Mais faisons attention à voir ce que les sociétés proposent, parce qu'il y a un sujet étatique et il y a un sujet de société sur l'écologie. Bonsoir Richard. Bonsoir. Richard Verly qui vient de nous rejoindre, notre chroniqueur Richard, qui est le correspondant parisien pour le quotidien suisse Le Temps et qui vient dans cette émission nous apporter son regard dans ce débat. Alors que faire avec la Chine? En fait, on se demande aussi du côté des investissements. On sait qu'il y a beaucoup d'investissements chinois en Europe. On pense au port du Pirée, bien évidemment, l'aéroport de Toulouse. À un moment, l'Italie également, notamment sur ces fameuses routes de la soie. Est-ce qu'on a eu raison de leur faire confiance? Alors effectivement, Myriam, on parle beaucoup d'interdépendance, mais il y a un énorme projet qui est à l'œuvre depuis déjà plusieurs années, c'est le projet des routes de la soie que défend le président Xi Jinping. Et ce projet consiste à, au fond, construire des infrastructures sur plusieurs continents. On a beaucoup parlé de l'Afrique, mais également en Europe. Et on a vu qu'au moment de la crise financière, un pays comme la Grèce, mais aussi l'Italie, ont accepté de confier à la Chine un certain nombre de projets déterminants. Pour la Grèce, vous l'avez dit, c'est le port du Pirée. Alors la question du coronavirus, elle se pose quand même sur ces routes de la soie, qui sont, rappelons-le, des routes millénaires. Jean-Pierre Raffarin le sait fort bien, il y a un livre qui a été écrit sur le sujet, de l'historien britannique Peter Frankopan. Ce sont des routes qui ont toujours charrié des pèlerins, des écrivains, des scientifiques à travers l'Asie centrale et qui reliaient à l'époque l'Empire de Milieu et l'Europe de la Renaissance. Alors la question aujourd'hui, c'est quand même, monsieur Raffarin, peut-on faire confiance à la Chine lorsqu'on lui donne de telles infrastructures, lorsqu'on lui donne la gestion d'un port, la gestion de flux de containers? Et il y a, au-delà de la simple question de la dépendance commerciale, il y a une question de transparence, il y a une question d'échange d'informations. On voit bien quand même qu'aujourd'hui, le Parti communiste chinois, on ne sait pas trop s'il n'a pas fait de la rétention d'informations sur ce virus. On ne sait pas encore ce qui a été caché, ce qui a été divulgué. Alors quand on a les routes de la soie, quand on est interconnecté, ce qui est votre désir et votre projet aussi. Constat. Absolument. Eh bien, il faut qu'il y ait des panneaux de signalisation sur ces routes de la soie. Et le grand enjeu, en réalité, pour l'Europe, ce n'est pas seulement de penser à relocaliser cette industrie, c'est aussi de réfléchir à comment rendre ces infrastructures davantage fiables, comment faire en sorte que la Chine ne soit pas seulement un partenaire, mais surtout un partenaire avec lequel on peut se dire les choses, on peut comprendre les mêmes choses et être informé en temps réel, parce que la soie, oui, mais le virus, non. Jean-Pierre Raffarin, une réaction? Je suis assez d'accord sur tout le scepticisme qu'on peut avoir sur les informations dans les régimes qui ne sont pas transparents, qui n'ont pas le pluralisme de la presse, qui n'ont pas la pratique du débat comme dans nos démocraties. Donc ça, sur ces sujets-là, je ne vais pas dire que je défends le système politique de la Chine. Je suis un démocrate attaché à la démocratie. Ce que je veux simplement dire, c'est que faisons attention non plus à ne pas donner des leçons, parce que nous n'avons pas été toujours très transparents sur tous les grands sujets. Et donc faisons très attention, parce que ce qui arrive avec ce virus, de mon point de vue, ça peut arriver à n'importe quel pays. Ça peut nous arriver en Afrique. Ça nous est arrivé d'ailleurs avec Ebola. Tout ça. On a un certain nombre de sujets. On fasse preuve d'humilité, c'est ce que vous dites, sur lesquels, par rapport oui, on peut désigner tel ou tel à un moment, mais soyons vraiment très prudents. D'abord, comme vous le disiez très justement, la compassion d'abord avec le peuple, quelle que soit la position qu'on a sur le régime. Et puis, deuxièmement, soyons assez prudents, parce que ce qui peut arriver aujourd'hui, dans toutes ces difficultés sanitaires, ça peut arriver partout. On a eu la vache folle, on a eu un certain nombre de sujets sur lesquels la transparence n'était pas forcément idéale. Ce que je veux dire en terminant sur ce point, c'est que ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'on voit bien dans le débat politique que finalement, très souvent, les populismes divers et variés appellent la frontière comme solution.
Mais est-ce que la frontière règle la question du climat? Est-ce que la frontière règle la question du virus? Je ne le crois pas. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que c'est la coopération qui peut régler les problèmes. Donc vous ne faites pas partie de ceux qui critiquent la gestion de la crise sanitaire en France ou en Italie, je pense à Marine Le Pen. Est-ce que le régime chinois peut quand même avoir eu la tentation de cacher des choses au début de cette épidémie? Sur ce sujet-là, je pense qu'il y a sans doute eu des retards. Néanmoins, moi, j'étais en Chine en 2003 pendant l'affaire du SRAS. Les décisions ont mis des mois. Aujourd'hui, elles ont mis des semaines. En 3 semaines, ils ont engagé un plan de mobilisation exceptionnel. Et tous les scientifiques français reconnaissent qu'il y a eu une forte mobilisation. Alors, est-ce qu'on pouvait gagner 3 semaines? Peut-être, sans doute. Mais avant de donner des leçons, il faut être sûr que nous, on est capable de faire aussi bien dans bien des domaines. Buentan, vous aurez le mot de la fin. Vous vouliez réagir et puis j'aurai cette question. Au fond, est-ce que les démocraties que nous sommes sont peut-être plus compétentes, plus à même ou moins à même de gérer ces crises sanitaires par rapport à un régime autoritaire? Tout d'abord, je voudrais souligner le fait qu'aujourd'hui, à Wuhan, qui est l'épicentre de cette épidémie, le seul consulat, le consul général aujourd'hui en place encore aujourd'hui, c'est le français, le consul général français. Absolument. Donc, franchement. Et le seul journaliste au monde, je me permets d'ajouter ça, qui est dans la ville de Wuhan, est un Français. Tout à fait. Donc voilà, là-dessus déjà. Et puis pour le peuple chinois, ça fait des semaines que nous travaillons à envoyer du matériel pour aider. Et je pense que c'est en ce moment qu'il faut montrer cette compassion et pas que parler. Ensuite, j'étais avec Madame Buzyn hier. Et on a parlé encore de cette épidémie. Et Madame Buzyn a dit clairement les décisions qui ont été prises par le peuple chinois et par le gouvernement chinois ont été très courageuses, mais surtout étaient les seules aujourd'hui, les bonnes, les seules qu'il fallait prendre, parce que ça a permis de confiner et de ralentir le développement, surtout à l'étranger. Donc pas que pour les Chinois, mais pour tous les pays aux alentours, y compris la France. Donc je pense que c'était vraiment important, et je ne pense vraiment pas qu'aujourd'hui il y ait une volonté de cacher. Il est probable qu'au démarrage... Pour vous, régime autoritaire ou démocratie, même combat contre le virus. Je dirais même que je pense qu'il aurait été difficile pour nous, en France par exemple, de prendre une décision de confiner des dizaines de millions de personnes. C'est juste, je pense, impossible à faire. Merci. On va s'arrêter là. Merci à vous d'être venu sur le plateau de LCP. Vous restez avec nous, Jean-Pierre Raffarin, parce qu'on va parler à présent de vous. Nous sommes allés demander aux députés quels souvenirs avez-vous laissé à l'Assemblée? Quels adjectifs leur venaient à l'esprit pour vous caractériser? Regardez ce que ça donne. C'est compilé par Maïté Frémont. Ce que je pense de M. Raffarin... Jean-Pierre Raffarin est un sage. Ce n'est pas vraiment ma tasse de thé, mais il a accompagné le président Chirac dans ses années de gloire. Le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin doit maintenant concrétiser les promesses de campagne. Une image que j'ai de lui, c'est un échange à l'Assemblée nationale entre Marie-Georges Buffet et lui-même à l'occasion d'une motion de censure suite, je crois, à un 49.3, me semble-t-il. J'ai l'honneur, Monsieur le Président, de vous faire connaître qu'en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, j'ai décidé, après délibération du Conseil des ministres qui m'y a autorisé, d'engager la responsabilité du gouvernement. Vous avez qualifié l'exercice du droit constitutionnel d'amendement de désordre. Quel mépris pour le Parlement. C'est ma première expérience politique, Jean-Pierre Raffarin, en fait. C'est 2005, j'organise les manifestations lycéennes à Calais, moi, contre la réforme Fillon qui s'occupait de l'éducation nationale. Et c'était Jean-Pierre Raffarin, le Premier ministre. Il avait des jeux de mots extraordinaires, des raffarinades qui, moi, me faisaient beaucoup rire. Dans cette situation, notre route est droite, mais la pente est forte. Pour moi, M. Raffarin, il incarne nos relations avec la Chine. Et je crois qu'il a été l'un des premiers à comprendre l'importance des relations entre nos deux pays. Je sais que dans ma propre famille politique, il n'a plus aujourd'hui que des amis. Il a aussi quelques-uns qui regrettent son départ. Mais Jean-Pierre Raffarin fait partie de ceux dont la parole est recherchée, écoutée, qui apporte, je crois, très sincèrement, un autre regard à notre vie politique. Et moi, je lui en fais toujours gré.
Et voilà pour cet échantillon de réaction. On va vous demander ce que vous en pensez dans un instant, mais j'en profite pour saluer nos invités. Bonjour. Nicolas Turquois, bienvenue. Vous êtes le rapporteur pour la majorité de cette fameuse réforme des retraites, cette course de lenteur dans l'hémicycle. François Durper, bienvenue. D'ordinaire, vous nous parlez des élections américaines, mais vous allez nous parler du filibustering. On attend et on a hâte de savoir de quoi il s'agit. Elsa Mondingava, merci d'être là. Vous suivez ce dossier des retraites pour LCP. La Chine, les raffarinades et Jacques Chirac, ça vous va comme triptyque? Écoutez, si vous y ajoutez le Poitou et le Futuroscope et quelques autres petites choses opérationnelles, territoriales, ça me va très bien. Vous avez vu que vous manquez à certains députés, les Républicains, manifestement. Il me manque aussi. Pas de regret d'avoir quitté la famille? Non, finalement, je suis parti à 69 ans. Je m'étais dit que je ne serais plus parlementaire à 70 ans, donc j'ai démissionné de mon mandat quand je suis arrivé à cet âge-là. J'avais décidé ça depuis longtemps et je trouve que c'est très bien de prendre un peu de liberté, de distance et puis de laisser la place à des gens. Elle manque pas un peu de grandes figures, votre formation politique aujourd'hui? Enfin, votre ancienne formation. Écoutez, c'est difficile de dire. C'est un signe de vieillissement quand on commence à dire voilà, le niveau actuel est un peu faible, c'était meilleur avant. Donc, je me méfie de ces approches-là. Je vois qu'il y a des grands talents, il y a aussi des difficultés. Mais on a du mal à vous situer, monsieur le Premier ministre, politiquement aujourd'hui. Vous avez soutenu Emmanuel Macron. Jusqu'aux européennes, vous étiez pour cette liste En Marche au municipal à Paris, par exemple. Vous soutenez qui? Non, moi je vote dans la commune où je vote, qui s'appelle Châtellerault. Je vais voter pour la liste de centre droit. Je suis avec le centre droit, je reste au centre droit. Au municipal, on a l'impression que la droite reprend un peu ses billes. C'est votre cas aussi? C'est clair. Si vous voulez, moi, les européennes, il est clair que je pense que c'est le président de la République qui conduit la politique européenne de la France et qu'il ne faut pas le fragiliser. Donc, je trouve qu'il y a des choses très utiles que fait Emmanuel Macron. Je crois que ce n'est pas la peine de chercher à le déstabiliser systématiquement. Qu'on ait des désaccords. Par exemple, vous choisiriez... Mais écoutez, Buzyn ou Dati? Vous avez vu que... Je ne suis pas... Je les aime toutes les deux. Je ne suis pas parisien. Et d'ailleurs, très franchement, vous savez, c'est très difficile de comprendre la politique à Paris. Il faut se méfier des soins. C'est arrondissement par arrondissement. Ça va se régler à la fin au conseil municipal. Je ne sais pas quelles seront les alliances. Donc là, soyons très prudents. Mais vous n'avez pas envie de nous dire qui vous avez envie de voir à la mairie de Paris? Rachida Dati, je la connais bien. Elle a un vrai talent. Elle a de l'audace. Elle a de l'imagination. Elle est très active. Madame Buzyn, je la connais moins, mais j'ai apprécié son action au gouvernement. Donc ce sont des femmes estimables. Que la meilleure gagne. Bon, alors on ne saura pas qui sera votre choix. Pour les présidentielles, simplement, vous restez comme ça aussi un peu en retrait. Vous soutiendrez Emmanuel Macron comme vous l'aviez fait. Dans la Ve République, le président est l'homme en charge de l'essentiel. Donc c'est un peu un référendum pour ou contre le président. Donc de deux choses l'une. Ou le président Macron sera en situation de dominer la vie politique parce qu'il sera le sortant. Et là, je ne vois pas pourquoi il faudrait l'empêcher. Si le président Macron se trouve dans une impasse, à ce moment-là, nous verrons qui peut apparaître. Et donc à droite apparaissent des gens. Aujourd'hui, il y a des gens qui font un travail. Il y a François Baroin, par exemple. Il y a quelques autres. Nous verrons le moment venu. Mais n'oublions pas la Ve République. La Ve République, tout est articulé autour du président. Y a-t-il un problème justement institutionnel dans le pays? C'est de ne pas fragiliser le président. Et on de ne pas fragiliser le président, c'est dit. J'ai entendu dire que vous souhaitiez une réforme institutionnelle, mais rester dans la Ve République. 4 ans pour les députés au lieu de 5? De façon à quoi? Recréer la cohabitation? Non, c'est de façon à éviter que le président de la République soit au cœur de toutes les protestations. La Ve République était faite pour que le président ait 7 ans et que tous les 5 ans, il y avait une élection législative. Et donc, les législatives étaient l'occasion d'un grand débat national. Aujourd'hui, on vote pour un président, l'Assemblée arrive juste derrière le président, et pendant 5 ans, le système apparaît bloqué. Vous savez mieux que personne que c'est pourtant Jacques Chirac qui a fait le quinquennat. C'était une erreur? Non, c'était Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, Lionel Jospin. C'était une action très consensuelle. Moi, je pense qu'il faut découpler les législatives et l'élection présidentielle. Il y a 2 choses qui me paraissent très importantes. 1, découpler les législatives et les présidentielles. Et 2, relancer la décentralisation. Donc il y a un projet qui est à l'étude en ce moment. J'ai été planché tout à l'heure devant la commission. Justement, vous étiez auditionné à l'Assemblée pour cela. Là, je pense que là, il y a des choses qui sont à faire. Il faut un nouvel acte de décentralisation. Il faut avancer, il faut décongestionner l'État parce qu'on risque la mort cérébrale si on laisse cette congestion cérébrale s'installer. Donc il faut ouvrir les territoires. Pourquoi le président de la République serait-il en charge
charge de tout. Laissons respirer les territoires. Il y a des politiques qui peuvent être très bien décentralisées. Laissons le président, comme le disait De Gaulle, sur l'essentiel. Non, il faut qu'il soit sur l'essentiel. Régalien. Le régalien, et puis un certain nombre de grands sujets, comme l'éducatif, qui sont des sujets très importants de cohérence nationale. Mais il faut que le président de la République ne soit pas en charge de tout et du reste. C'est dit. On passe aux retraites, si vous le voulez bien. Rien ne va plus dans l'hémicycle, je vous le disais. Les esprits s'échauffent et les nerfs lâchent. Les vôtres, notamment, Nicolas Turquois, manifestement, vous n'avez pas vraiment nerveux, quand même. digéré. Vous allez nous le dire, les milliers d'amendements de la France insoumise et des communistes. On regarde ce que ça donnait hier soir. Il était tard, il faut le dire, dans l'hémicycle. Certains parmi vous ont déclaré « la République, c'est moi ». Eh bien, moi, je vous dis que la République, c'est nous, et vous, vous êtes rien. Monsieur le ministre. Vous avez une vraie opposition, elle est légitime, votre opposition. Elle est légitime. Mais ce mode de fonctionnement, à chaque fois, vous exprimez vos arguments. À chaque fois, on y revient. Une série de 600 amendements, je suis désolé, on ne fait pas grandir collectivement le Parlement. Ça ne rime à rien. C'est ce que je voulais exprimer. Alors, je suis désolé de ma tournure qui était sur le coup de l'envolée, mais je vous assure qu'on se grandirait à faire autre chose. Alors, on le sait, depuis vous vous êtes un peu excusé, clairement. Ce sont des excuses plates que vous avez faites à l'opposition, que vous avez un peu insulté en disant qu'elle n'était rien. Mais quelle mouche vous a piqué, franchement ? On a eu une série de 600 amendements qui décalaient l'entrée en vigueur du système de retraite année après année. Et donc, un rapporteur de la loi, et c'est pas à monsieur le Premier ministre que je vais l'expliquer, il doit travailler sur le fond pour pouvoir expliquer notamment les éléments les plus techniques, pourquoi les choix ont été faits dans ce sens-là. Donc, je dois travailler sur le fond pour apporter des réponses de fond. Là, quand vous avez 600 amendements qui décalent d'un an, un an, et où on arrivait à la mise en place de ce système en 2082, c'est-à-dire que pour les enfants nés en 2082, dont leurs parents ne sont même pas nés. Il y a un côté 600 amendements, vous entendez ça pendant 1h30, des argumentaires. Au bout d'un moment, ça lâche les nerfs. Et là, on est donc, j'ai répondu d'abord à l'absurde par l'absurde, en sortant le choix de 1975. Pourquoi est-ce qu'on avait choisi 1975? Ah oui, c'est vrai, vous avez fait toute une série de blagues. Parce que 76, c'était... Voilà, j'ai fait un certain nombre de bons mots. De bons mots. Et puis oui, à un moment donné, sûrement le côté humain, il lâche. On essaye de répondre avec attention et puis avec concision et avec le plus de renseignements possible. Et puis en face, il y a une opposition qui n'est pas là pour travailler sur le fond, mais qui est là pour bloquer le système. Et je trouve que j'avais l'impression hier soir d'appartenir au cirque de Guignol, au théâtre de Guignol. Et d'en être un des acteurs ? Et d'en être un des acteurs, de fait. Jean-Pierre Raffarin, ça vous rappelle des souvenirs? Les noms d'oiseaux qui fusent comme ça, vous en pensez quoi? Faut que ça s'arrête, ou au fond une ligne rouge a été franchie, il y a des excuses qui ont été proposées. Quand on travaille comme ça avec 40 000 amendements, d'abord, il ne faut pas faire un drame sur tout ça. Moi, j'ai connu plus de 100 000 amendements. Il y a des textes à 140 000 amendements. Donc, l'obstruction... Ils sont petits joueurs, en fait, les insoumis. L'obstruction, c'est pas d'aujourd'hui. J'ai vu la droite faire de l'obstruction. Moi, j'ai tenu une fois 4h30 à la tribune du Sénat, parce qu'il fallait gagner du temps. Et puis, la gauche faisait la même chose. C'est toujours, surtout au mois de mars, quand il y a des élections... Le pouvoir veut toujours voter le texte avant les élections et l'opposition veut toujours empêcher le pouvoir d'avoir ce bénéfice électoral avant les élections. Donc le nouveau monde, c'est la même chose que l'ancien. Donc cette course-là, elle est vieille comme le monde. Donc qu'on ne se fasse pas... Au fond, il faut revenir à des choses toutes simples. Qu'est-ce que c'est que ce 49.3 ? C'est le droit. C'est la Constitution votée par les Français. Qu'est-ce que la violence ? C'est d'attaquer le droit. Comment on lutte contre la violence? En respectant le droit. Donc le 49.3 que vous avez connu quand vous étiez Premier ministre, c'est la démocratie pour vous. Mais bien sûr, c'est la Constitution, c'est le droit. Qu'est-ce que la paix sociale? C'est le droit, le respect du droit. Un droit qui a été voté. Vous pensez que les Français le comprendront si le 49.3 est dégainé? Vous croyez que les Français, ils apprécient de voir leurs parlementaires jour et nuit discuter sur des virgules? Ça a trop duré déjà? Vous trouvez? Ça fait une semaine, si on prend l'hémicycle, ça fait qu'une semaine.
semaine qu'ils siègent, les députés, sur la réforme des retraites. Quand vous voyez des logiques d'obstruction, les Français disent c'est ça l'efficacité politique. Où est-ce que nous, on a des problèmes concrets et on voit un Parlement qui passe son temps à discuter sur des micros-amendements. Il y a quand même une contestation dans la rue, il y a un mouvement social, l'opposition s'en fait le relais. Elle n'est pas présente ce soir, donc je m'en fais un peu l'avocat, vous le comprendrez. C'est très bien, mais je ne vois pas d'inconvénient à ce que l'opposition s'exprime. Il y a plein de tribunes pour cela. C'est le jeu parlementaire. Mais il y a des règles. Vous voyez, vous le dites vous-même, c'est le jeu. Donc il y a, je crois, sur ce terrain-là, mais quand on a si peu de pouvoir, elle n'est pas là au fond de la question. C'est le droit. En 5e République, l'opposition a très peu de pouvoir dans ce régime. Est-ce qu'elle n'est pas, au fond, dans son rôle, à chercher la petite bête? Mais au fond, elle a 1000 façons de s'exprimer. Elle sait le faire. Mais l'obstruction parlementaire, par de la procédure, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus créatif. Quand on a des idées, quand on a des mobilisations, et s'ils font tout ça, c'est aussi parce qu'ils ne se consacrent pas, ceux de l'opposition en tout cas les plus actifs, ne se consacrent pas à la préparation des municipales. On est dans une situation politique aujourd'hui qui est la préparation des municipales, qu'on laisse les électeurs choisir, que le Parlement travaille et travaille dans le calme. Donc il n'y a pas de drame à ce qu'il y ait à un moment ou à un autre un 49-3. Et l'opposition, elle fera une motion de censure et elle votera sa motion de censure. On verra le résultat. On va voir avec Elsa Mondingava où on en est, si ça avance ou pas. Mais d'un mot, vous l'attendez, ce 49-3, ou au fond, vous dites au gouvernement, mais laissez-nous débattre. On est prêt, on vous sent d'ailleurs, énergique dans l'hémicycle. Donc, qu'est-ce que vous attendez, vous? Le 49-3 ou pas? Quand on devient rapporteur et qu'on travaille sur le fond, on a envie de les porter, puisque j'ai théoriquement 22 articles à défendre, j'en suis qu'au 2e, on vient de le voter juste avant de venir à cette émission. Ce serait un soulagement pour vous ou ce serait frustrant, le 49-3? Pour l'instant, ça serait frustrant. Je ne sais pas où ça va continuer, mais pour l'instant, ça serait frustrant, parce qu'il y a des éléments techniques, et on va dire que là, on était sur les principes généraux. C'était à l'article 1, et le 2... quelles personnes vont rentrer dedans, c'est-à-dire tout le monde, toutes les professions. Donc voilà, maintenant on va rentrer sur les éléments techniques. Et j'ai envie sur ce côté-là, parce que là je voudrais voir si l'opposition, elle est sur le fond ou elle est justement sur la forme. Parce que sur le fond, dans les discussions générales, tout le monde, ça relevait un peu de la discussion de comptoir. Donc le gouvernement... Sur le fond, eh bien, je pense qu'on pourrait montrer des vraies différences. Vous en avez sous le pied, on vous sent impatient. Le gouvernement, le Premier ministre qui vous a très clairement dit de tenir, vous lui dites chiche, jusqu'à quand? Vous voulez au moins les 3 semaines prévues de débat? Oui, moi, de toute façon, j'ai déjà prévu de faire des procurations si je devais être là pendant la période des municipales. Donc, c'est intéressant, voilà. Ce son de cloche de la majorité qui dit finalement au gouvernement, attendez, pas de 49-3 tout de suite. Elsa, où on en est ce soir de ce débat parlementaire? Est-ce que ça avance quand même un peu? Exactement. Monsieur le rapporteur, vous en parliez. On a voté l'article 2 tout à l'heure dans l'hémicycle. C'est l'article qui instaure un système universel pour tout le monde, salarié, du privé, du public, profession libérale, indépendant, agriculteur. On a beaucoup discuté de la situation des avocats. La droite, notamment, voulait les exclure du système. On attaque donc l'article 3. Il y en a 65 en tout. Alors, justement, on a compris que c'était une guerre d'usure qui se jouait dans l'hémicycle. Finalement, il n'y a pas que les insoumis qui préparent des coups d'éclat, qui veulent, au fond, faire un peu de théâtre, c'est ça? Exactement. Et Monsieur le Premier ministre, vous parliez d'être créatif. Eh bien, c'est la majorité hier qui a essayé de l'être dans l'hémicycle. Alors, vous parliez de ces amendements des communistes qui voulaient reculer 1 an après 1 an l'entrée dans le régime universel. Eh bien, La République En Marche a décidé de ne pas rester dans l'hémicycle. Ils ont demandé une suspension de séance et au retour de la suspension, écoutez ce qu'a proposé leur patron. Nous ne sommes pas là pour entendre des amendements sans aucun intérêt. Nous sommes là pour avoir un débat de fond sur un texte essentiel. En conséquence, le groupe La République En Marche restera représenté par son président. Les autres membres quitteront l'hémicycle et ne reviendront que lorsqu'on sera en mesure de reprendre un débat sain et apaisé. Et voilà, les députés donc de La République En Marche et du Modem quittent l'hémicycle. Ça, c'est des images qu'on voit souvent à l'Assemblée, mais normalement, c'est l'opposition. Donc, ils quittent tous l'hémicycle les uns après les autres en faisant un peu de bruit. On voit donc après le président Legendre, qui est tout seul dans les travées sur les bancs. Le débat reprend. Les communistes, ils défendent leurs amendements. Alors, les députés de la majorité, ils vont pas très très loin quand même. Ils veulent pas se faire surprendre par un vote. Donc, ils restent en bas de l'hémicycle et puis ils remontent enfin et se réinstallent. Ces députés, ils voulaient ne pas laisser l'opposition de gauche décider de tout. Ils ont décidé de faire un coup politique. Ils assument et ils aiment bien, ils y prennent goût finalement à faire un peu de politique. C'est Sacha Houlié, le député de la Vienne, qui a voulu justement faire ça. On était contents d'être là, ça nous ressoude ce genre de moment. Voilà, ils assument. Voilà, vous voyez,
Ils sont créatifs. Vous y avez pris goût aussi à une certaine forme de... C'est pas de l'obstruction là, mais c'est des coups d'éclat, on n'est pas content, on sort de l'hémicycle. Ça fait partie aussi des choses à faire quand on n'est pas pour les députés de la majorité, parce que, bon, moi en tant que rapporteur, je suis sollicité. Il faut que je fasse attention à ce qui se dit pour répondre à ce qui se dit. Mais les députés de la majorité, puisque les amendements sont essentiellement portés par l'opposition, sont essentiellement passifs. Il faut qu'ils attendent et la proportion de prise de parole pour eux est extrêmement faible. Donc il y a un côté, là, quand ils ont vu le tunnel d'amendements, 650 amendements, ils ont dit mais sans pouvoir parler, sans pouvoir s'exprimer. Donc il y a eu un moment de lassitude et ça a été l'occasion pour eux de se ressouder et de faire un acte politique par le silence le président du groupe Modem à l'Assemblée, Patrick Mignola, explique que vous faites, je parle de la majorité, des marcheurs à l'Assemblée, l'objet d'insultes hors micro. C'est vrai ça ? Oui, mais il y a toujours, c'est des attaques. Vous prenez, il y a quelqu'un qui parle et il est attaqué sur ce qui se dit, mais on va dire ça fuse de. Je vais pas dire que c'est univoque ce système-là. Il y a un certain nombre de députés qui ont besoin de s'exprimer et parce qu'il y a de la tension, parce qu'il y a de la fatigue et il y a des noms d'oiseaux ou des mots qui sont pas agréables qui sont lancés. Je dirais, je vais pas toujours citer les origines parce que ça peut venir de tous les côtés. Ça arrive et ça tend l'atmosphère. On le voit. Il y a des moments de tension. C'est comme sur un terrain de foot. Figurez-vous, même si là on parle de la forme, il y a quand même un peu de débat de fond à travers aussi les amendements de l'opposition, à travers vos amendements, on verra ce qu'il en est. D'ailleurs, je rappelle, et ça m'a beaucoup étonné, qu'en 449.3, et vous allez me corriger, la copie du gouvernement, c'est pas celle qu'il a proposée, mais il peut même intégrer des amendements qui n'ont pas été votés. C'est pratique. Écoutez, il y a une motion de censure. Si la motion de censure passe, le texte et le gouvernement tombent. Donc peut-être même qu'avec un 49.3, les amendements d'amélioration du texte de la majorité seront pris en compte. Mais il y a des vraies pistes d'amélioration. Et c'est dommage de ne pas avoir le débat sur le fond, parce que sur les transitions, par exemple, sur la solidarité, il y avait des endroits d'amélioration où une partie de l'opposition aurait pu participer à construire quelque chose, à améliorer le texte. Alors on verra ça parce que manifestement il y a encore un petit peu de jeu, un petit peu de jour, de débat dans l'hémicycle. Figurez-vous, monsieur le député, vous le savez certainement déjà, monsieur l'ancien Premier ministre, eh bien on est très très petits joueurs en matière d'obstruction, n'est-ce pas François Durper? Ce sont les Américains qui sont champions à la matière. Oui, et c'est la pratique du filibustering. Alors ça ne concerne pas la Chambre des représentants, ça concerne que le Sénat. Ça consiste en quoi? C'est très simple. Deux choses. À la française, effectivement, c'est d'avoir le plus d'amendements possible. Mais il y a une deuxième pratique très pratiquée. C'est le fait de ne pas pouvoir interrompre un sénateur. Figurez-vous que dans les règles du Sénat, ça ne se fait pas. On n'interrompt pas un sénateur. Alors vous pouvez parler des heures et des heures pour ralentir l'agenda parlementaire. Filibustering, qu'est-ce que ça veut dire? Filibustering, c'est très simple, c'est un mot qu'on utilise depuis 1853. Et en français, flibustier, vous voyez ce que c'est? Ce sont les pirates du Parlement, les corsaires du Parlement. Et le premier, 1853, il y en a un très connu, 1917. Et là, vos ancêtres, Nicolas Turquois, ils avaient de quoi s'inquiéter parce que c'était l'entrée en guerre. Et 23 jours, les sénateurs voulaient ralentir l'entrée en guerre. Et pendant 23 jours, ils ont ralenti cette loi qui permettait d'armer les bâtiments américains. On voit beaucoup plus proche de nous 2013, vous voyez les images, là c'est Rand Paul. Alors on vous l'a accéléré, parce que Rand Paul, ça dure 13 heures. Pendant 13 heures, il essaie de ralentir. 13 heures, et pendant 13 heures... Ah là, ça vous fait réfléchir d'un coup, 13 heures sans s'arrêter. Waouh. Raffarin disait tout à l'heure 4h30, c'est beaucoup. Quand vous parlez pendant 13 heures au pupitre, c'est compliqué. Quand on lit un livre, on lit Shakespeare. Raconter un peu n'importe quoi. Raconter, par exemple, dans les années 30, Huey Lang, qui était sénateur de la Louisiane, il récitait Shakespeare. Ouais. Il récitait Shakespeare, et puis il avait aussi un livre de recettes. Il tournait en boucle le livre de recettes. Et lui, c'était son record, 15 heures, et ça, c'était dans les années 1930. Alors, est-ce que les Américains, ils ont un 49.3 pour arrêter l'obstruction ou pas? Non, alors ils n'ont pas de 49.3, mais ils ont l'équivalent, c'est la règle 22. 1975, ils décident que vraiment trop, c'est trop. On ne peut pas, comme ça, laisser les sénateurs débattre de matière illimitée. Donc, ils décident cette règle qui consiste, si vous avez 2/3 des sénateurs, tout simplement, vous pouvez interrompre le sénateur. Mais il faut 60 sénateurs. Alors, la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes spécialiste des États-Unis et que vous regardez les
les élections au Sénat. Vous vous dites, ok, les Républicains, ils ont 51 voix, donc ils ont la majorité, mais vous regardez la super majorité. Et la super majorité, c'est à 60. Il faut 60 pour pouvoir faire passer tranquillement les projets de loi. Sinon, eh bien, on est parti pour des obstructions. Et qui détient le record pour finir? Vous avez commencé à nous en parler. Ah oui, alors le record, c'est plus récent, c'est le 28 août 1957. C'est Strom Thurmond, sénateur de Caroline du Sud. Il s'opposait, vous savez, toutes les mesures contre la discrimination, c'était les fameux droits civiques. Et lui, il a tenu 24 heures et 18 minutes. Pour la petite histoire, la petite anecdote, il avait fait avant un bain de vapeur pour un peu écouler tous les excès de liquide à l'intérieur de son corps. Parce qu'évidemment, 24 heures et 18 minutes, vous voyez où je veux en venir. Oui, il faut aller aux toilettes. Bah oui, et ben pendant 24 heures et 18 minutes, grâce à cette préparation physique d'athlète de haut niveau, il a réussi à tenir 24 heures et 18 minutes. Chapeau l'artiste. Ce qui fait plaisir, c'est de voir le ton qui est aujourd'hui celui de M. Turquois, celui de cette ambiance générale, parce qu'au fond, ce qu'il faut, c'est que le débat parlementaire soit apaisé, et que c'est vrai que le 49.3, c'est pas une pratique souhaitable immédiate. C'est une réponse si l'obstruction, à un moment, devient insupportable, il fait qu'on déborde du calendrier, mais c'est vrai que l'idéal d'un Parlement aujourd'hui, c'est quand même l'expression du respect. C'est ce qu'on fait, je crois, en grande partie dans le Parlement français, pour terminer, au moins au Sénat. Je voulais vous faire réagir à une autre guérilla. Il y a celle des retraites qui se joue dans l'hémicycle, mais il y a une autre forme de bras de fer à l'extérieur de l'Assemblée. Figurez-vous que les avocats, vous en avez parlé, sont venus manifester devant les grilles du Palais Bourbon. Ils ne désarment pas, ils refusent toujours de basculer dans le régime universel de retraite. On voit ça avec un reportage signé Clément Perrault, tourné à la fois à Paris et à Bobigny. Merci à tous. En grève depuis le début de l'année, les avocats étaient aujourd'hui devant l'Assemblée. Ils dénoncent la fin de leur caisse autonome prévue dans le projet de loi retraite. C'est comme ça fait 8 semaines que personne nous entend. On se dit que peut-être si on se rapproche des gens qui sont en ce moment en train de discuter notre avenir, on sera peut-être entendu pour une fois. Agathe Grenouillet plaide au barreau de Bobigny. C'est le deuxième de France en volume d'affaires traitées. Elle perçoit la réforme des retraites comme le coup de grâce pour une justice en manque de moyens depuis plusieurs années. La Seine-Saint-Denis est particulièrement touchée par l'engorgement judiciaire. Alors ça, c'est des dossiers qui sont en cours. Donc par dossier en cours, on attend les dossiers qui sont encore en enquête, les dossiers qui sont encore en instruction, donc chez un juge d'instruction. Ça, par exemple, c'est le dossier qui est censé être jugé demain pour des faits qui datent de 2012. C'est extrêmement long en temps judiciaire, c'est extrêmement long pour tout le monde. Ça pose aussi parfois la question de l'intérêt et de la compréhension d'une peine qui est prononcée parfois 8 ans après les faits. Pour cette affaire, comme pour les autres, l'avocate va demander un renvoi au motif de la grève. Selon le parquet, depuis le début de l'année, 40% des audiences sont reportées au tribunal de Bobigny. Les permanences des commis d'office ne sont plus assurées. Les avocats assument d'aller au bras de fer. Pour certains, c'est une question de survie professionnelle. Avec un doublement des cotisations comme c'est actuellement prévu dans le projet de loi, donc de passer de 14% à 28%, c'est des cabinets qui vont fermer puisqu'ils ne vont pas pouvoir faire face à ce doublement des cotisations. Et donc en Seine-Saint-Denis, on estime à peu près 40% des cabinets d'avocats qui fermeront à cause de cette réforme. Ça fait 8 semaines qu'on est mobilisés, donc parfois on ne va pas vous le cacher, il y a des moments de fatigue, mais il y en a toujours des confrères pour rebooster les troupes et on est toujours motivés, on a toujours des actions quasiment quotidiennes. Si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur de la justice, c'est pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, déplore ce mouvement de grève qui, selon elle, porte atteinte au fonctionnement de l'institution judiciaire. C'est vrai que les avocats, Jean-Pierre Raffarin, quand ils font grève, on a vu que ça bloquait quelques procès, mais c'est beaucoup moins spectaculaire qu'une grève dans les transports ou dans l'éducation nationale. Ils multiplient les coups d'éclat, ils ont beaucoup d'imagination d'ailleurs pour se rendre visibles. Ils s'accrochent à leur régime autonome. Vous les comprenez ou pas? Oui, je les comprends. Franchement, je les comprends. Parce que je suis vraiment favorable à la fin des régimes spéciaux.
Les régimes autonomes, c'est une autre affaire, c'est leur argent. Donc, il n'y avait peut-être pas la nécessité de tout remettre ensemble. Donc, je crois que de toute façon, dans ce texte, une clarification globale sera nécessaire. Il y a un débat au Sénat, on reviendra. Il y a la question du financement. Il y a les observations du Conseil d'État. Donc, il y a des choses, il y a du travail à faire. C'est pour ça que si on peut avoir un débat parlementaire apaisé, il y a un vrai travail à faire. Sur ces sujets-là, il faut être attentif à ce qu'il dit, je crois. Et vous avez un député attentif sur ce plateau. Vous savez que la grève des avocats a eu raison du premier jour officiel du procès Fillon, qui devait avoir lieu lundi, et qui finalement s'est tenu pour son premier jour aujourd'hui au Palais de Justice de Paris. Vous en attendez quelque chose, franchement? Écoutez, c'est à la justice aujourd'hui de dire ce qu'elle pense de cette affaire. L'affaire est engagée. Vous avez tourné la page définitivement? Laissons la justice décider. Il ne faut surtout pas intervenir. On a pensé que le calendrier était quand même un peu étonnant. Maintenant, vous regrettez de l'avoir soutenu jusqu'au bout ou pas? Non, écoutez, ça, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je pense que on était dans une procédure. On avait fait des élections primaires. Mon candidat n'avait pas gagné la primaire. Celui qui a gagné, tout le monde devait le soutenir. Et on sent que c'est un épisode encore donc c'est un douloureux, extraordinairement douloureux. Pour l'homme de droite ou du centre droit que vous êtes. Les cicatrices sont ouvertes, donc il y a beaucoup de sujets. Et là, c'est à la justice de décider. N'ajoutons pas de la politique à ce qui est une affaire assez compliquée. Merci infiniment, Jean-Pierre Raffarin, d'être venu sur le plateau, en direct sur le plateau d'LCP. Merci à vous, monsieur le député. À la semaine prochaine, à très vite. Vive le Poitou. Et à demain. Vive le Poitou. Vive le Poitou. Il y a beaucoup de poids de vin sur ce plateau. Très belle soirée à vous.